Nous avons reçu Patrick Mouneau, délégué régional du CNRS et chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur Mouneau a une expérience de plus de 28 ans dans le système pénitentiaire et a notamment été directeur de l'École nationale d'administration pénitentiaire. Bon visionnage! Bonjour à tous, merci donc Yael de l'invitation et merci à vous tous de venir et de vous intéresser donc à cette question des prisons. J'ai été moi-même donc directeur de prison et j'ai travaillé donc à l'administration pénitentiaire pendant 28 ans. J'ai choisi ce métier donc après mes études de droit et c'est vrai qu'à l'époque ça a été un choix professionnel, ce qui n'était pas encore complètement habituel. Les directeurs de prison étaient très souvent donc plutôt des déçus d'autres concours, que ce soit de la police ou de la magistrature. Et j'avais vraiment choisi ce métier. Alors, je précise quand même après l'abolition de la peine de mort, parce que je considère aussi qu'un directeur de prison doit assumer l'ensemble des peines. Et peut-être que je n'aurais quand même peut-être pas assumé l'exécution de celle-ci. Donc je précise quand même dans ce choix l'importance que ça avait. Bon, après, j'ai occupé différentes fonctions donc, au sein de l'administration pénitentiaire, de directeur d'établissement, ensuite responsable de différentes régions et dirigé l'École nationale d'administration pénitentiaire, comme c'était indiqué donc, dans la présentation. Alors en fait, l'argument qui était proposé donc, est très large. Ce que je proposais, c'est de vous donner quelques éléments d'une manière tout à fait synthétique pour qu'après on puisse échanger. Alors la première chose, donc, c'est ce que j'aime toujours rappeler, c'est que la prison donc, comme peine essentielle est quand même donc une création récente. Alors c'est toujours surprenant de dire une création récente parce qu'on a l'impression que la prison c'est éternel. Alors on a toujours parlé de la prison, mais elle n'a été mise en place comme une peine essentielle qu'au moment de la Révolution française. Avant cette période-là, donc, elle existait, mais pour certaines catégories, c'était souvent dans l'attente du jugement, et ce n'est devenu une peine essentielle qu'au moment de la Révolution française, où on a voulu trouver donc justement quelque chose de plus humain et qui devait permettre donc une évolution de la personne qui était condamnée. Bon, mais on se rend compte très vite donc après que la peine de prison, elle a quand même donc je dirais un certain coût et elle ne s'est pas mise en place exactement comme par exemple ceux qui l'avaient imaginé au moment de la Révolution française avaient pu l'imaginer. La deuxième chose que j'aime toujours dire, c'est, et le public là ne le prouve pas trop, mais la prison concerne essentiellement les hommes. Il y a très très peu de femmes en prison, puisqu'il n'y a que 4% des personnes détenues qui sont des femmes. Et je pense que de temps en temps, il faut bien le rappeler pour ceux qui veulent réfléchir sur le sens de cette peine, parce qu'elle est appliquée donc essentiellement aux hommes. Ensuite, la prison n'est pas la seule peine, mais s'il y a parmi vous des juristes, vous le savez bien, et il y a de nombreuses autres peines qui existent depuis longtemps. Il y a d'abord toutes les peines qui tournent autour de la prison, tous les aménagements, bien sûr, de la prison, que ce soit la semi-liberté, que ce soit la libération conditionnelle, que ce soit depuis la fin du 19e siècle, les peines avec sursis, les peines de prison, pardon, avec sursis, qui donc sont beaucoup plus importantes que le nombre des peines de prison proprement dites, mais aussi après, beaucoup plus tard, le bracelet électronique. Mais il y a d'autres peines, il y a toujours eu d'autres peines, telles que l'amende, il faut bien sûr se rappeler des peines comme ça, et puis beaucoup plus récemment, le travail d'intérêt général, le bracelet électronique, qui peut être une peine en tant que telle, sans que ce soit lié à une peine de prison. Donc il y a bien d'autres peines, et je pense qu'il faut le rappeler. Ceci étant, la prison reste symboliquement la peine la plus forte. Ça reste la peine de référence et c'est sans doute ce qui est regrettable puisque du coup elle est toujours, je dirais, actionnée par les mouvements de l'opinion publique. On fait appel à la prison dans des tas de situations, où on cherche donc une solution. Donc ça reste vraiment donc, une peine symbolique très, très forte. Et la deuxième chose, c'est que la réforme de la prison est quelque chose donc d'extrêmement difficile à mettre en œuvre. Dès que la prison a été créée, donc dès la Révolution française,
on a réalisé la difficulté de la mettre en œuvre. Parce que dès qu'on parle de prison et qu'on l'applique comme une peine qui est généralisée, il faut des bâtiments pour l'accueillir, pour qu'elle s'exécute dans des conditions correctes. Et dès le début, donc, après l'utilisation des quelques abbayes qui avaient été donc, vidées, il a fallu construire. Et l'État français, comme bien d'autres États européens, ont rarement eu donc, les moyens nécessaires à ces constructions. Il y a eu tout un débat au milieu du XIXe siècle pour savoir quel type de prison on allait construire. Est-ce qu'il fallait faire de l'encellulement individuel? Est-ce qu'il fallait faire de l'encellulement collectif? Des débats qui ont duré pendant de nombreuses années et qui ont alimenté par exemple le voyage de Tocqueville aux États-Unis. Ceux qui connaissent un peu ce domaine ont pu en entendre parler. Vous pouvez toujours visiter donc, une des prisons qu'il a visitées à Philadelphie, qui n'est plus occupée mais qui est toujours visitable. Donc il y avait une réflexion sur le type de prison qu'il fallait construire. Et même si en 1875, la France a décidé que c'était un régime cellulaire, le régime de l'encellulement individuel n'est toujours pas appliqué, puisqu'il y a donc une surpopulation qui a toujours été maintenue. Donc il y a eu tout un débat d'abord sur les conditions de l'incarcération. Il y a eu après, ça faisait partie du débat, il y a eu cette époque où il a été décidé de faire de la transportation outre-mer. C'était aussi donc une réponse donc, aux difficultés du moment, avec des intentions qui pouvaient être bonnes, hein, améliorer la nature par l'homme et l'homme par la nature. Il y avait eu des discours comme ça donc, aux chambres du Parlement. La réalité, donc, vous la connaissez, et donc cette transportation outre-mer qui a concerné donc, différents espaces, hein, donc pas seulement la Guyane, s'est arrêtée parce que là aussi, donc, elle n'avait pas du tout apporté les résultats escomptés, et elle est même l'occasion donc, de scandales importants. Ensuite, il y a eu, je dirais, à la fin du XIXe siècle, il y a eu pas mal de constructions d'établissements pénitentiaires. À partir du moment où il a été décidé que ce serait un régime cellulaire, il y a eu des constructions d'établissements pénitentiaires, et il y a eu, c'est vrai, à la fin du XIXe, cette période où se sont développées les peines avec sursis, et on s'est retrouvé dans une situation où on avait une moindre surpopulation. Et c'est pour ça que cette moindre population qui ensuite s'est confrontée avec la disparition d'un nombre très important d'hommes pendant la Première Guerre mondiale a abouti donc au fait qu'on a un peu évité de penser à tout cela, si ce n'est donc au début du XXe siècle à essayer d'améliorer la condition de prise en charge des mineurs. Il y avait des débats sur la prise en charge des mineurs jusqu'à ce qu'arrive la Seconde Guerre mondiale. Et la Seconde Guerre mondiale, avec ses camps de concentration, a poussé donc les responsables de l'administration pénitentiaire, qui pour un certain nombre avaient connu ces épisodes, à vouloir vraiment réformer la prison à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais entre cette volonté donc très ferme, très engagée, et la réalité, là aussi, il y a eu donc un problème de moyens. Donc à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a voulu faire une prison beaucoup plus humaine, on a voulu qu'il y ait des éducateurs, qu'il y ait de l'enseignement, mais en fait, les moyens n'ont pas suivi. Et les moyens n'ont pas suivi, et en même temps, il y a eu des évolutions très fortes de la population française. Il y a eu donc le conflit, la guerre d'Algérie, et il y a eu donc ces importantes, transferts de population, des campagnes vers les villes, qui ont abouti donc à un déplacement de la délinquance et une difficulté donc des différents gouvernements de répondre à toutes ces difficultés. Et on a abouti donc à un abandon en quelque sorte des projets de réforme, un abandon de ces projets jusque dans les années 58, où on a pour la première fois donc pensé à ce que pourrait être le rôle d'un juge de l'application des peines, qui suivrait l'exécution de la peine. Donc là, il y a eu une évolution dans la réflexion, mais toujours pas dans les moyens. C'est-à-dire qu'on a très peu construit d'établissements pénitentiaires pendant cette période, alors que la population française croissait et que la population incarcérée croissait. Donc ça aboutit à des périodes qui ont été assez difficiles, et il y a eu une crise particulière en 1974, donc dans les prisons, l'été 1974, et une réforme en 1975 qui a quand même eu un intérêt important, c'est qu'il a été décidé à ce moment-là qu'il fallait véritablement que l'enseignement rentre en prison, que la culture rentre en prison.
en quelque sorte que la prison ne soit pas gérée que par les responsables de l'administration pénitentiaire, mais que le détenu soit reconnu comme un citoyen, et en tant que citoyen, qui généralement donc avait connu pas mal de carences, je dirais, dans son parcours jusqu'à présent, parce que c'est une autre réalité sociologique des personnes qui sont condamnées à la prison, devait bénéficier d'un engagement des ministères dont il avait peu bénéficié auparavant. Donc dans un premier temps, c'est l'arrivée des enseignants dans les prisons, qui a quand même été un élément très important à partir des années 70, et ensuite donc, c'est vrai, de la culture, du sport, mais surtout après de la santé, puisque à partir des années 90, donc, toute la prise en charge de la santé dans les prisons a été confiée au ministère de la Santé. Donc des réformes qui ont été importantes, mais qui sont toujours extrêmement difficiles à conduire, parce qu'il y a donc toujours des manques de moyens importants, et il y a une pression sociale, politique très forte pour maintenir donc la prison comme peine essentielle, comme peine de référence, et qu'il est très très difficile, malgré des volontés qui sont parfois affirmées, de faire évoluer les choses. Donc, je voulais retracer très rapidement donc, cette évolution pour qu'on puisse plus peut-être débattre de ce qu'est la prison aujourd'hui et répondre donc à vos questions et échanger sur tout ça. Alors, c'est vrai que c'est une vaste question. L'évolution sociologique, je dirais plutôt que il y a des choses qui m'ont marqué. Et là, je l'illustrerai par le fait que, selon les époques, eh bien, effectivement, le public des prisons évolue. Et pendant le temps où je suis resté, moi j'ai constaté quand même deux évolutions importantes. C'est tout d'abord les condamnés pour mœurs. Donc c'est un premier point, puisqu'on vivait une période donc, de libération des mœurs dans la société. Et dans le même temps, il y a eu donc une croissance tout à fait exponentielle du nombre des condamnations et des incarcérations. Alors, c'est un sujet qui montre bien donc l'influence je dirais, de l'orientation politique. Et sur ce sujet, c'est un sujet que je trouve d'ailleurs particulièrement intéressant, hein, parce que c'est un profil sociologique qui a énormément évolué. D'abord parce que dans les années 60 ou 70, les condamnés pour mœurs étaient essentiellement donc, des affaires rurales et intrafamiliales. Et qu'après les années 70, ce sont devenus donc c'est devenu un public qui n'était plus du tout le même et dont la proportion dans les prisons a largement augmenté. Et ensuite, sur ce sujet, donc l'opinion publique donc, a aussi un élément dont elle n'a absolument pas connaissance. Et je ne sais pas ce qu'il faudrait faire pour que ceci soit plus connu, c'est qu'en fait, le taux de récidive dans ce genre de crime, donc, n'est pas du tout un des plus importants. Je dirais peut-être pas un des plus faibles, mais il y a un taux de récidive qui finalement n'est pas un des plus importants. Mais ça, c'est très très difficile à faire passer dans l'opinion publique, parce qu'effectivement, donc, ce sont des crimes qui marquent beaucoup l'opinion publique. Le deuxième élément qui m'a marqué, mais là, c'est pas un phénomène de masse. C'est sans doute donc les affaires liées à la conduite au volant. Parce qu'en fait, il y a aussi des condamnations dans ces domaines-là qui peuvent aller jusqu'à des incarcérations. Et que là, donc, c'est finalement des personnes qui n'ont pas du tout le profil classique qu'on attend en prison et qui cependant doivent donc découvrir ce monde. Donc voilà deux évolutions qui montrent bien quelles peuvent être finalement l'évolution des pratiques judiciaires et qui sont liées quand même à l'évolution de la société dans son ensemble. D'accord.
D'abord, j'ai bien indiqué donc c'est une peine de référence, mais il y a plein d'autres peines qui existent. Donc en nombre, c'est pas la peine essentielle, mais moi je partage et depuis que je travaille dans l'administration pénitentiaire, je regrette que le nombre de peines de prison continue à être aussi importante et qu'on ne prononce pas d'autres peines. Ensuite, vous parlez des sorties de prison de longue peine, c'est un point. C'est d'ailleurs sans doute celles qui sont le mieux accompagnées. Mais il faudrait surtout ne pas oublier qu'il y a des tas de personnes qui sortent de prison après de très courtes peines. Et là, la situation, elle est presque encore pire. Parce que là, on a encore beaucoup moins le temps de préparer. Il faut quand même se rendre compte donc, que dans les prisons, il y a une part importante de personnes, c'est de l'ordre de 25%, je n'ai plus le chiffre actuellement puisque je ne suis plus à l'administration pénitentiaire. C'est vrai que j'ai oublié de le préciser, je ne travaille plus à l'administration pénitentiaire depuis 5 ans maintenant. Mais il y a une proportion donc, qui est de l'ordre de 25% de personnes qui ne sont pas encore condamnées et donc qui sont dans l'attente du jugement. Et ces personnes peuvent être libérées du jour au lendemain. Et là, si vous voulez, on n'a pas de moyen de préparer la sortie puisqu'on ne la connaît pas, la date de sortie. Donc je ne pense pas du tout que la peine de prison soit, par exemple, la meilleure peine. Je pense que la peine de prison donc, est une peine qui reste nécessaire, qui est indispensable, parce qu'il y a des cas donc, où, de toute façon, en plus, une rupture est nécessaire. Mais j'ai connu aussi, donc, en tant que directeur de prison, et je pourrais vous citer plusieurs exemples, où je trouvais que c'était particulièrement inadapté. Mais c'est ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que l'administration pénitentiaire exécute les peines et essaye de le faire avec des moyens qui sont sans doute insuffisants de la meilleure manière, mais nous ne les prononçons pas. Après, si vous voulez, je pense que l'accompagnement de la sortie est aussi quelque chose de très important, qui, là, se prépare donc quand même de mieux en mieux dans les établissements pénitentiaires, puisque chaque année, on recrute des conseillers d'insertion et de probation. Donc, on pourrait dire travailleurs sociaux de manière plus générale, et conseillers d'insertion et de probation pour être plus précis, puisque c'est leur titre. On en recrute de plus en plus. Et donc, ils peuvent accompagner de plus en plus donc, les sorties de prison. Mais il serait aussi très bien que le travail des associations continue à se développer. Parce qu'il n'y a rien de mieux que les associations et donc des représentants de la société civile pour aider donc à la réinsertion. Il y a beaucoup de choses qui se passent entre les visiteurs de prison et les nombreuses associations qui proposent par exemple eh bien, des placements à l'extérieur, de suivre des peines de semi-liberté ou d'accompagner tout simplement donc, des parcours à la sortie. Mais il faudrait que ça continue à se développer. Ah non, il n'y a pas de problème pour l'attrait de la profession. Il y a énormément de candidats au concours. Donc là, il n'y a pas de problème pour l'attrait de la profession. Alors, quand j'étais directeur de l'École nationale d'administration pénitentiaire, c'est vrai que je travaillais pour que dans ces métiers, il n'y ait pas que des juristes. Donc on faisait en sorte que d'autres catégories d'étudiants ou de professionnels s'intéressent à ces métiers. Mais je crois que depuis 10 ans, on recrute chaque année plus de conseillers d'insertion et de probation. Et il y a toujours largement autant de candidats donc, pour occuper ces postes. Mais effectivement, c'est toujours considéré comme insuffisant parce qu'on part de loin. Les premiers travailleurs sociaux, comme je vous l'ai indiqué, qui ont été recrutés, c'est quand même donc il y a moins de 50 ans. Et si depuis on a cessé d'augmenter le nombre des personnes qui sont recrutées, c'est vrai que l'État n'a pas non plus les moyens de faire croître de manière exponentielle. Donc, il est bien sûr qu'on souhaiterait qu'il y ait encore plus de conseillers d'insertion et de probation dans les établissements pénitentiaires. Mais ils croissent chaque... on peut considérer qu'il y a un manque. On peut considérer aussi que les gouvernements qui se succèdent depuis quand même maintenant presque 2 décennies ne cessent d'augmenter le nombre de ces catégories professionnelles. Alors, moi je considère effectivement que la surpopulation, c'est inacceptable.
c'est inacceptable et je l'ai toujours dit en tant que directeur d'établissement pénitentiaire et je rencontrais en tant que directeur d'établissement pénitentiaire, on rencontre le procureur de la République de sa ville. En tant que directeur régional, je rencontrais tous les procureurs de la République et les procureurs généraux et tous les magistrats du siège et je disais à chaque fois donc que ce niveau de surpopulation était inacceptable, qu'il fallait absolument donc essayer de trouver d'autres types de peines, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Alors après, la question qui se pose, c'est doit-on construire plus ? Et là, il y a quand même toujours un débat qui reste, et la France fait partie des établissements qui construisent modérément. Même si donc on continue à construire. Mais actuellement, donc, il y a 57 000 places en prison et il y a 67 000 détenus. Donc, il y a 10 000 détenus qui sont donc en suroccupation. Bon, cette situation, elle est inacceptable. Elle est inacceptable, mais elle est inacceptable depuis de très nombreuses années. Et il n'a pas été possible, quels que soient donc, les gouvernements, quels que soient les ministres de la justice concernés, d'avoir une influence suffisante même au sein du gouvernement pour faire considérer cette situation comme prioritaire, parce qu'il n'y a quand même pas de soutien de l'opinion publique sur des sujets comme cela. Je crois qu'il faut aussi être réaliste par rapport à cela. Donc bien sûr que, et je le dis d'autant plus en tant que personnel pénitentiaire, cette surpopulation, elle est extrêmement difficile pour tous les personnels pénitentiaires aussi, puisqu'ils doivent faire face. C'est jamais amusant donc pour n'importe quel surveillant ou surveillante d'expliquer à un détenu d'expliquer par exemple à 2 détenus qui sont dans une cellule qu'ils vont devoir accueillir un 3e détenu et qui sera sur un matelas par terre, dans une cellule qui de toute façon était déjà prévue à l'origine que pour un seul détenu. Donc ça, c'est une réalité. C'est une réalité qui n'est pas cachée. Mais il peut y avoir donc qu'une politique à la fois gouvernementale et judiciaire. Parce que j'ajoute là aussi, et ça je crois que je l'ai toujours dit et je continue à le dire, les magistrats sont très sensibles aussi à l'opinion publique. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte que quand il y a un renversement de l'opinion publique qui demande plus de sécurité, eh bien il y a une tendance à ce que les peines soient plus sévères. Et si on est dans une période qui paraît beaucoup plus apaisée, ainsi de suite, on peut plus travailler sur le développement des aménagements de peine. Donc je crois qu'il faut être conscient du fait que ces réalités existent et que l'opinion publique, personne ne peut y échapper. Un gouvernement ne peut pas échapper à l'opinion publique et n'imaginez pas non plus que des magistrats, et il y a peut-être dans cette salle d'ailleurs, mais peuvent échapper à l'opinion publique. Même si c'est normalement donc leur mission de juger en toute impartialité. Mais enfin, si on dépayse des procès de temps en temps, c'est bien on sait que, et ça c'est prévu juridiquement, c'est bien qu'on sait que l'opinion publique locale peut avoir trop d'influence sur une décision d'un juge. Donc on le dépayse dans un autre lieu. Donc ce sont des réalités. Je crois que l'administration pénitentiaire ne les a jamais cachées et tous ceux qui travaillent au sein de l'administration pénitentiaire regrettent cette situation. Alors, si vous voulez, sur ce sujet, j'aurais tout d'abord envie de dire que l'administration pénitentiaire a essayé de développer depuis maintenant plusieurs années un véritable temps d'accueil du détenu au moment de son incarcération. Donc on prend, et maintenant c'est vraiment formalisé, on prend un temps d'examen de sa personnalité, de son histoire, pour essayer de prendre les meilleures décisions. Alors, en France, on le fait donc maintenant depuis, on va dire, une quinzaine d'années, et c'est quelque chose qu'on pourrait encore sans doute améliorer. Au Canada, c'est fait de manière beaucoup plus approfondie encore, et ils ont une expérience qui est encore plus longue que la nôtre. Donc, ce temps d'accueil est quelque chose de très important, et c'est à l'issue de ce temps d'accueil, dans un quartier d'accueil, où là, ils sont seuls dans une cellule, c'est à l'issue de ce temps-là qu'ensuite ils sont affectés dans une cellule
Et là, on essaye de prendre en compte, dans la limite des problèmes de la surpopulation, bien sûr, on essaye de prendre en compte ces éléments de personnalité, de parcours, ainsi de suite. Alors après, est-ce que la prison est l'école du crime? C'est un débat, si vous voulez, dont on ne pourra jamais sortir. Bien sûr qu'il y a des gens qui grandissent en criminalité en prison. C'est inévitable. Il y a des gens qui, effectivement, sortent avec des engagements, donc peut-être plus délinquants que quand ils y sont rentrés. On a aussi des gens qui évoluent de manière remarquable en prison. Donc, si vous voulez, j'ai été témoin, bien sûr, de toutes ces situations, dans un sens ou dans l'autre. Et le sens de l'engagement des personnels pénitentiaires, c'est bien sûr de faire en sorte que les gens se transforment de la bonne manière en prison. Des personnels pénitentiaires, des intervenants, des visiteurs, ainsi de suite, hein, des médecins, des infirmières, de tous des enseignants. C'est vraiment la mission qu'on se fixe. Mais bien sûr qu'il n'y a pas, c'est un domaine où on ne peut jamais évaluer complètement le niveau de succès. Mais si on n'a pas cet objectif ou si on n'a pas cette conviction, c'est quand même très très difficile de rentrer dans ce métier. Il faut vraiment y rentrer avec cette conviction et s'y engager avec cette conviction. Après, il y aura toujours des personnes qui évolueront négativement. Vous parlez aussi du phénomène de la radicalisation. Ben, effectivement, tout le monde va parler du phénomène de la radicalisation actuellement parce que les personnes qui sont concernées ont pu avoir un parcours en prison. Ça ne signifie pas que la prison est un lieu essentiel de radicalisation. Moi, j'étais dans les prisons lyonnaises, donc il y a maintenant 12 ou 13 ans. À l'époque, nous avons mené une opération importante de recrutement d'aumôniers musulmans. C'était l'action que nous pouvions conduire pour limiter les risques de radicalisation. Et nous avons recruté des aumôniers musulmans que je considère comme vraiment de très bonne qualité, qui véritablement donc ont essayé de limiter effectivement les risques de radicalisation. Mais certaines personnes peuvent se radicaliser en prison ou peuvent se radicaliser. J'écoutais aussi sur une radio encore ce matin comment des personnes se sont radicalisées au café du coin. Donc la prison n'a pas le privilège, je dirais, d'être le seul lieu de radicalisation. Mais elle peut aussi l'être, comme elle peut être aussi une école de crime. Mais il peut y avoir bien d'autres lieux. En tout cas, ce n'est pas la mission du personnel pénitentiaire et de tous ceux qui s'engagent dans cette institution. Là, généralement, donc, les visiteurs de prison, donc, j'ai personnellement donc, quand même le souvenir de rencontres de gens de qualité, hein, en premier lieu. Mais ce qu'on demande donc, au départ, c'est il y a des entretiens de motivation qui permettent de comprendre donc, les raisons pour lesquelles la personne veut devenir visiteur de prison. Ensuite, il y a bien sûr un examen de son casier judiciaire, une enquête qui est faite. Et après tout cela, généralement, donc, les visiteurs de prison sont accompagnés. Ils sont généralement dans une association, premièrement, et ensuite ils ont des échanges réguliers avec les conseillers d'insertion et de probation. Donc ils ne sont pas comme ça laissés libres de tout type d'action. On sait ce qui se passe. Donc les visiteurs de prison, à mon sens, qui ne sont pas en nombre suffisant, il y a par exemple, puisqu'il y a beaucoup d'étudiants sans doute parmi vous, en dehors des visiteurs de prison, il y a des génépistes. Je ne sais pas si vous connaissez le Génépi, mais c'est une association de personnes qui font des cours dans les prisons. Ce sont des étudiants, là aussi, qui sont sélectionnés, mais on compte aussi beaucoup sur l'encadrement de l'association et les rapports qu'il y a avec les conseillers d'insertion et de probation. Donc, je ne pense pas que nous ayons eu beaucoup de scandales, ni avec les visiteurs de prison, ni avec les génépistes. Mais il nous arrive toujours, à un moment ou un autre, d'exclure un visiteur de prison ou un génépiste. Ah, moi, le rôle est très positif et je pense qu'on ne peut que souhaiter qu'il y en ait encore plus. Eh bien, les évolutions importantes qu'on voit, c'est parfois chez des gens qui sont dans un engrenage où à un moment il faut quand même une rupture.
C'est-à-dire que l'environnement social de cette personne, l'environnement familial parfois, n'a plus aucune capacité de contenir. Et il y a un engrenage donc de la délinquance qui, à un moment, qui est violent généralement, parce que c'est souvent, il y a quand même une majorité de délinquance violente qui conduit à la prison, même s'il n'y a pas que cela. Et donc, à un moment, donc, il faut une rupture. Et puis ensuite, la prison, elle reste quand même nécessaire parce qu'il y a des victimes qui subissent un traumatisme trop important et il faut qu'ils aient le sentiment d'une protection. Donc tout cela fait. Il y a d'autres manières de l'assurer, mais je ne suis pas là pour... Il peut y avoir d'autres manières de l'assurer, bien sûr, mais un certain niveau de traumatisme, bon, donc la prison donc, peut rester nécessaire. Mais après, qu'est-ce qui fait leur transformation? La transformation, souvent, moi je l'ai vu arriver par justement donc, de l'enseignement, des activités, un visiteur de prison, du travail. Très souvent aussi, par exemple, le travail en prison est un des sujets qu'on peut aussi beaucoup contester. Parce qu'effectivement, le travail en prison n'est pas toujours un travail très valorisant, n'est pas toujours un travail très bien rémunéré. Il y a des règles qui sont fixées, mais là aussi, on pourrait toujours trouver que tout cela n'est pas suffisant. Et il n'y a pas suffisamment de travail non plus pour tous ceux qui souhaiteraient en faire. Mais parfois, même le travail peut être des éléments de reconstruction. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui arrivent en prison et qui sont au bout d'un parcours qui a vraiment été un parcours d'échecs successifs. Alors la prison est un échec complémentaire, mais parfois, il peut permettre donc de se reconstruire. Alors, je souhaite aussi témoigner que j'ai vu de très beaux parcours aussi en prison. Il faut aussi de temps en temps le dire. Ça ne valorise pas la prison en tant que telle, mais c'est possible. Alors, la prison ne fait plus peur. Ça, c'est sans doute un vrai discours de détenus, en premier lieu. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de détenus qui prennent plaisir à la prison quand même. Donc il faut qu'on fasse une différence entre le fait que la prison ne fait plus peur, mais d'un autre côté, là, vous nous poussez à avoir une réflexion sur le sens de la peine. Et justement, donc, est-ce que la peine donc, doit être intimidante? C'est un peu ça la question. Est-ce que ce qui évitera donc, aux futurs délinquants de devenir délinquants ou criminels, c'est la peur de la peine? Parce que là, ce que vous évoquez, c'est effectivement à partir de ce postulat. Du postulat que si la peine faisait peur, et notamment si la prison faisait peur, elle serait efficace. Pas forcément la peine, le milieu carcéral en général. Oui, mais enfin, là, le milieu carcéral, oui. Mais ça veut dire, si vous voulez, votre postulat serait que si le milieu carcéral faisait peur, il aurait une efficacité en tant que tel. Et là, je ne sais pas, et si vous voulez, là, c'est une question donc, qui est plus fondamentale. Et donc, je ne suis pas sûr donc, de partager complètement ce postulat. C'est-à-dire que la prison, effectivement, elle peut avoir ce rôle, effectivement, donc, qui consiste donc oui, à impressionner. Mais est-ce que c'est ça qui évite l'acte délinquant ou l'acte criminel? Ça, c'est une autre question. Donc là, après, si vous voulez, la prison en tant que telle, l'administration pénitentiaire ne se fixe pas comme mission de faire en sorte qu'elle fasse peur. C'est pas du tout l'objectif de l'administration pénitentiaire. Je crois que là, il faut être clair par rapport à cela. L'objectif, c'est de donner du sens à la peine, c'est-à-dire que le condamné, après donc, le temps du jugement, le temps du jugement est là pour donner du sens à la peine. Il prend le temps, donc, le magistrat qui prononce une peine, explique pourquoi il prononce cette peine et il fait en sorte donc, que la responsabilité soit bien reconnue. Donc ça, c'est la première étape où on donne du sens à la peine. Et le deuxième moment donc, où on donne du sens à la peine, c'est au moment donc, de son exécution. Donc la mission de la prison, c'est de faire en sorte que le condamné puisse prendre une meilleure conscience de ce qu'a été son crime et de son délit et du sens de la peine qu'il exécute. Mais l'objectif, effectivement, ne peut pas seulement être de faire peur.
Et puis ensuite, je crains que le détenu qui dit qu'il n'a pas peur de la prison, ça reste quand même un discours. Ça reste quand même un discours. Il y a des peines courtes où le sens arrive à être donné à la peine, oui. Il y a par exemple à tout niveau et à tout âge, il y a des peines courtes où il y a vraiment donc le temps de cette prise en charge, de cette compréhension. Ça ne signifie pas automatiquement qu'il n'y a pas de récidive, mais bien sûr que ça ne dépend pas de la durée de la peine. Bien sûr, oui. J'ai été, bien sûr, heureusement, sinon je pense que je ne serais pas resté 28 ans si je n'avais pas été témoin d'évolutions positives. Enfin, il faut être... oui, j'ai été témoin de vraies transformations, bien sûr. Comme j'ai été témoin de vraies récidives. Mais bien sûr, heureusement. Heureusement. Ah oui, mais ça, là, vous allez donc sur le sens de la peine. Donc là, ça c'est un véritable sujet, donc un sujet à part entière. Alors, quel peut être mon sentiment? J'aime bien rappeler ma position. Je n'ai pas choisi d'être magistrat. J'ai choisi d'être directeur d'établissement pénitentiaire. Donc effectivement, ma mission n'a pas été de réfléchir au sens du prononcé de la peine. Ça, c'est les magistrats qui prononcent la peine. Eux, ils réfléchissent au sens de la peine et ils peuvent avoir des opinions diverses là-dessus. Et ensuite, moi, j'étais dans la responsabilité de l'exécution de la peine. Et par rapport à cela, c'est effectivement extrêmement important qu'on trouve un sens à la peine. Alors, ce que je pense, c'est qu'à chaque fois, il faut prendre en considération la situation de la victime et la situation de l'auteur. Et il faut que la victime arrive à prendre conscience de ce qu'est la réalité de l'auteur. C'est-à-dire que pour une victime, l'auteur est souvent le mal intégral, alors que l'auteur n'est pas le mal intégral. C'est un homme ou une femme qui a mal agi à un moment. De la même manière, donc, pour l'auteur, souvent, la victime, il n'en a pas une vraie conscience. C'est-à-dire qu'en fait, il a rarement choisi une victime ou pris conscience. Il a agi et il y a une victime qui est en face. Et ce qu'il faut très souvent, c'est l'aider à prendre conscience que ce qu'est une victime et ce que ça représente. Donc, si vous voulez, le travail de l'exécution des peines, c'est cela. C'est arriver à faire prendre conscience quand c'est possible. Parce qu'il faut aussi que vous ayez conscience que parmi les criminels, notamment, il y a quand même des personnes qui souffrent de déséquilibres importants. Et donc ce n'est pas toujours possible non plus. Mais ce qui me paraît donc extrêmement important, donc après que la peine soit prononcée, c'est pour ça qu'après on pourra, si vous voulez qu'on traite la question en tant qu'au moment du prononcé de la peine, mais après que la peine soit prononcée, ce qui me paraît extrêmement important, c'est que l'auteur prenne vraiment conscience de ce qu'est la victime, de ce qu'elle a vécu et de la façon dont il peut réparer. Et il ne va pas réparer directement, hein, puisque justement, on ne traite pas ça, on traite ça par l'intermédiaire de la société. Mais il faut qu'il ait conscience de cette nécessité de réparation. Et la victime, il faut qu'elle ait cette conscience que l'auteur n'est pas le mal incarné. C'est effectivement une personne qui a mal agi, qui a mal conduit, qui a violé. Je donne des exemples extrêmes, hein, qui a tué. Mais que ce soit la victime ou que ce soit l'auteur, il faut qu'il prenne une meilleure conscience, et c'est une meilleure conscience de ce qu'est l'un et l'autre. Et qu'il puisse arriver donc à faire un chemin, non pas de l'un à l'autre personne, mais un chemin de reconstruction personnelle. Donc voilà, à mon sens, ce que peut être le sens de la peine. Il y a des médecins psychiatres, il y a des psychologues, il y a des infirmiers psychiatriques au sein des établissements pénitentiaires. Et d'autre part, donc, on a créé depuis quelques années, dans certains établissements psychiatriques, des structures pénitentiaires. C'est-à-dire, au sein de l'établissement psychiatrique, on a créé un petit centre, parce qu'il y a donc
de moins en moins de personnes qui en fait sont exclues de la prison en raison de leurs difficultés psychiatriques. C'est-à-dire que pour décider de ne pas condamner, il faut vraiment une situation donc vraiment exceptionnelle, reconnue par plusieurs psychiatres. Sinon, généralement, il y a quand même condamnation et incarcération. Parce que généralement, c'est souvent des crimes graves. Donc, il y a un suivi avec des professionnels d'un très bon niveau qui sont dans les établissements pénitentiaires. Ils ont eux aussi le sentiment d'être en nombre insuffisant. Comme ils ont aussi le sentiment d'être en nombre insuffisant dans les structures, de toute façon, du milieu hospitalière. Hein. Donc, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'il y a une demande de prise en charge. Je pense qu'il y a quand même eu aussi certaines époques où on n'avait pas de conscience de ce qu'étaient ces déséquilibres psychologiques ou psychiatriques. On en prend de plus en plus conscience, il y a une demande de soins qui est de plus en plus importante, et cette demande de soins a largement pénétré l'intérieur des établissements pénitentiaires, mais elle ne résout pas tout. Moi, je reste très très marqué, vous avez dû entendre parler d'un jeune homme qui avait tué ses 2 frères et ses parents il y a quelques années. C'était un jeune homme de 16 ans. Eh bien, il a été incarcéré. Et il y a eu de nombreux débats pour savoir quel était son niveau de responsabilité. Moi, je peux vous dire que ce garçon, puisqu'il était dans une prison qui dépendait de ma circonscription, ce garçon avait un comportement parfaitement équilibré, tout à fait normal, pendant tout le temps donc, où il a été de son incarcération, là où j'étais. Donc c'est extrêmement difficile. Les personnels pénitentiaires ne percevaient aucun déséquilibre chez lui. Et les psychiatres se sont opposés sur le diagnostic apporté et sur son niveau de responsabilité. Donc ce sont des réalités. Ce monde est un monde qui est loin d'être simple. Il n'y a pas de vérité du diagnostic dans ce domaine-là comme dans les autres domaines de la santé. Donc, il faut qu'avec les éléments que nous avons, nous essayions de faire le meilleur accompagnement. Donc, à titre personnel, effectivement, je ne suis pas favorable à la peine de mort et je ne suis pas non plus favorable à une perpétuité réelle. Je trouve que dans la période, enfin, d'abord, l'expérience que j'ai, c'est que je n'ai jamais vu, et j'ai dirigé donc aussi bien une maison centrale que des centres de longue peine et supervisé donc de nombreux établissements. Je ne peux pas imaginer de pouvoir discerner quelqu'un qui serait irrécupérable. Je ne peux pas arriver à imaginer comment on discernerait cela. Il y a toujours des évolutions possibles dans tout être humain. Et quand on prononce une perpétuité réelle chez un jeune homme de votre âge, parce que c'est à peu près entre 20 et 30 ans, finalement, que se prononce l'essentiel des peines. C'est imaginer donc qu'il n'y a pas d'évolution possible pendant les 30 ans ou 40 ans ou 50 ans qui suivent. Pour moi, c'est inconcevable. C'est inconcevable et ma pratique fait que j'ai vu des évolutions là où je ne les soupçonnais pas. Donc, si vous voulez, je suis très clair par rapport à ce que vous dites. Je ne le conçois pas personnellement, mais je conçois que l'opinion publique peut facilement faire monter des demandes de ce type-là et que ces demandes sont très facilement accueillies. Donc ça, c'est une réalité. Mais je ne partage pas du tout cette position. Comme je ne partage pas, je ne peux pas accepter le principe de la peine de mort. Oui, mais dans ces pays-là, vous avez raison, mais dans ces pays-là, il y a aussi plus de contrôle social. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plus d'associations civiques qui aident et qui encadrent. Donc, dans les pays du nord de l'Europe, au Canada, il y a effectivement plus de contrôle social et en quelque sorte donc d'éducation à l'intérieur de la société. Les pays du sud de l'Europe n'ont pas ce même contrôle social.
Et donc, de ce fait-là, c'est vrai que c'est moins dans la culture des pays du sud de l'Europe. Alors nous sommes un peu intermédiaires en France. Mais moi, bien sûr que je partagerai votre position qui consiste à dire, bien sûr qu'il faudrait qu'il y ait plus d'engagement pour intégrer donc l'ensemble d'une population. Et ça se fait donc dans le cadre de l'éducation, de l'enseignement, de l'éducation familiale. Et ça se fait aussi dans le cadre de la prison. Il faut développer donc le respect des règles sociales. Je suis entièrement d'accord avec vous. Dans les prisons, ça fait partie des choses qu'on intègre. Apprendre à dire bonjour, c'est des choses aussi qu'on apprend aussi aux détenus quand c'est nécessaire. Je suis d'accord avec vous, hein, mais je ne mets pas en contradiction avec le reste. Je pense que tout ce qui peut permettre une meilleure éducation au vivre en société est absolument nécessaire. Après, avec nos cultures. La culture des pays du nord de l'Europe n'est pas la même que celle du sud de l'Europe. Ça, c'est une réalité. Ce que vous dites les uns et les autres, qui peut être complètement différent, en fait, il faut savoir l'accepter. C'est-à-dire qu'il faut accepter la contradiction. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, les personnes qui vont en prison ne sont pas issues de n'importe quel milieu social. Elles sont majoritairement issues de milieux sociaux défavorisés et où il y a eu des carences éducatives. Donc ça, c'est une première réalité. Mais après, vous dites, et c'est vrai que j'ai entendu cela, il y a eu des carences éducatives, il y a eu des carences à plein de niveaux, et ensuite, en plus, on les enferme. Donc c'est ce que vous dites. Comment est-ce qu'on va pouvoir, à partir de cela, essayer de reconstruire quelque chose? Bon, c'est vrai que effectivement, on part du principe que ceux qui arrivent en prison, ce n'est majoritairement pas par hasard et qu'il y a eu de fortes carences sociales auparavant, de fortes carences culturelles. Je me souviens donc, par exemple, quand je suis arrivé dans les prisons dans les années 80, eh bien, la dentition, je donne cet exemple, hein, mais la dentition d'un détenu n'avait rien à voir avec la dentition d'un étudiant. Et si vous voulez, c'était une vraie réalité. C'est objectif. Donc, il y a bien des différences qui sont complètement réelles. Après, la société n'a pas pour l'instant pu donner plus de moyens aux prisons. Donc, effectivement, l'accueil dans les prisons est un accueil qui n'est pas le plus, qui ne manifeste pas le plus de respect à l'égard des personnes qui sont incarcérées. Donc, effectivement, il y a un peu un manque de respect initial au moment de l'incarcération. Parce que même si ça s'est largement amélioré, parce qu'il y a quand même eu énormément de construction, et que maintenant, ils sont accueillis dans ce qu'on appelle donc un quartier arrivant, où ils sont quand même seuls en cellule, où on prend. Mais après, au bout de 8 jours, ils vont retrouver donc une surpopulation. Et on peut considérer que cette surpopulation est inacceptable. Je suis d'accord avec cela, quoi. Mais c'est à partir de cela quand même qu'on peut travailler, et qu'on essaye de travailler. D'abord, pour être clair, si vous voulez, j'ai été responsable de la formation dans l'administration pénitentiaire pendant 3 ans. donc, si vous voulez, il faut toujours que vous considériez que ma réponse, elle est obligatoirement marquée par cela. Alors après, ce que vous évoquez, le fait qu'il y ait, par exemple, de l'argent ou de la drogue, parce que vous n'avez pas parlé de drogue, mais vous auriez pu aussi parler de drogue. Vous auriez pu parler d'armes, parce que j'ai aussi vu donc des armes dans les prisons. Je pense que ça, c'est pas simplement par rapport à ça. Je pense que simplement cela, ce n'est pas un signe d'une mauvaise formation. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, dans un milieu comme ça qui est fermé, il y aura toujours donc des possibilités que des choses qui ne sont pas acceptées se passent quand même. C'est inévitable, c'est-à-dire qu'il pourra toujours y avoir, et ça se passe dans n'importe quelle institution, même dans n'importe quelle entreprise, c'est-à-dire que parmi les personnels de n'importe quelle entreprise,
il y a des personnels qui ne peuvent pas exactement travailler dans le sens de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il peut y avoir quelques personnels qui peuvent être complices de comportements néfastes de la part des populations prises en charge. Donc ça, c'est toujours possible. Après, le rôle de toute institution, c'est de les repérer, de les sanctionner, de les éliminer. Donc ça, l'administration pénitentiaire le fait. Chaque année, l'administration pénitentiaire prononce des sanctions, prononce des licenciements. Donc ça peut toujours arriver. Mais la proportion, elle est infime, comme dans n'importe quelle entreprise. Les entreprises font la même chose. Ça se passe partout pareil. Donc ça, c'est une première réalité. Après, le fait que ce milieu étant tellement contraint, ce milieu qui est très contraint, donc, permet quand même à tous les détenus de recevoir leur famille, de recevoir des visites. Pendant tout ce temps-là, vous imaginez pas ce qui peut être imaginé par les détenus ou par leur famille pour faire en sorte qu'ils puissent entrer. Ce qui rentre dans les prisons, c'est lié à cela, ou c'est lié tout simplement aux projections par-dessus les murs. Justement, ça, comment vous l'expliquez Ah tout simplement parce que si la prison n'est pas au milieu du désert, si la prison est en ville, et c'est quand même ce qu'on souhaite, il y aura toujours des projections par-dessus les murs de la prison. Une prison, elle ne peut pas être infranchissable. Comment voulez-vous qu'on évite de manière définitive des projections? Ça veut dire qu'il faudrait qu'on couvre d'un maillage fin l'ensemble des prisons. Ce n'est pas possible parce que ce n'est pas possible, ce n'est pas envisagé non plus. Parce que, alors, ça c'est une autre question. La majorité des personnes qui sont en prison ne présentent pas un niveau de dangerosité élevé. Simplement, on ne peut pas repérer à l'avance ceux qui présentent le niveau de dangerosité élevé de manière sans se tromper. Mais la majorité, et donc, si on voulait faire des prisons qui soient aussi sécuritaires, ça coûterait donc encore 10 fois plus cher. Et on avancerait encore moins vite. C'est simplement un problème de réalisme. Une prison donc, qui serait totalement sécuritaire, d'abord, ça n'existera pas. C'est-à-dire qu'il y aura toujours, si vous voulez, dans tous ces phénomènes-là, il y a toujours une montée en puissance. C'est-à-dire que chaque fois qu'on franchit un niveau de protection complémentaire, à une époque, il y avait eu, par exemple, le développement d'évasion par hélicoptère. Bon, depuis, on a trouvé une solution contre les évasions par hélicoptère. On met des filets anti-hélicoptères. Mais après, maintenant, il va falloir faire face à l'action des drones. Il va falloir faire face à des tas de choses. Rentrer maintenant un téléphone portable, c'est quand même quelque chose qui peut rentrer de manière très simple. Il y a des tas de choses qui évoluent. Donc, c'est illusoire d'imaginer une prison totalement sécuritaire. Je dis que le budget compte, mais j'ai ajouté que même si on avait le budget, on ne trouve pas la solution. Une prison totalement sécuritaire, ce serait un lieu inaccessible. Mais c'est l'objectif, non? Non, c'est pas l'objectif. L'objectif de la prison, c'est justement de la laisser. L'objectif de la prison, c'est de la laisser dans la société et de permettre à la famille de pouvoir rencontrer la personne qui est condamnée. C'est pas du tout l'objectif. C'est pas uniquement lié à la famille, parfois quand les détenus ont des choses qui ne sont pas... des contacts avec l'extérieur, mais ça peut, je vous ai indiqué que ça peut aussi être lié à un personnel, mais c'est quand même une infime minorité. Ça peut être lié aussi à un visiteur de prison, à un génépiste. C'est toujours possible, mais les proportions restent infimes. Les autres proportions, c'est les projections, c'est les entrées par les familles. C'est quand même les éléments essentiels. Oui, bien sûr, on peut être pessimiste. Ça ne signifie pas qu'on élimine. On peut être pessimiste, tout ça, j'ai été pessimiste pour certaines personnes. Et dans ce cas-là, donc, on ne prononce pas de libération conditionnelle. On ne propose pas de prononcer. Les personnels pénitentiaires doivent donner un avis sur ces modalités d'exécution de la peine ou d'évolution. Donc on peut être pessimiste et dans ce cas-là, on sera défavorable. Mais je ne peux pas annoncer au début d'une peine de 30 ans que je serai pessimiste jusqu'à 50 ans. Je trouve que c'est pas possible, d'abord parce qu'il y a peut-être une dimension dans les motifs de la récidive qui en fait connaîtra par exemple un traitement. Il y a des comportements qui peuvent faire l'objet d'une prise en charge et d'un traitement qui n'est peut-être pas encore connu à l'heure actuelle. Et ça, c'est quand même des réalités. Il y a des évolutions dans les prises en charge et dans les traitements qui peuvent avoir une efficacité.
la perpétuité, on a parlé de perpétuité réelle, c'est-à-dire une perpétuité qui véritablement ne permettrait aucune possibilité de sortie. Actuellement, non, elle n'existe pas. Mais c'est les textes qui le prévoient comme ça. Les textes prévoient qu'il y a toujours une possibilité, mais il y a des personnes qui sont quand même depuis plus de 40 ans en prison, hein. Enfin, est-ce que vous savez la proportion qui mourrait? D'accord. Donc l'histoire des bagnes, il faut connaître la proportion de ceux qui mourraient, aussi parmi les personnels d'ailleurs. Non, si vous voulez, le fait qu'il y ait des personnes qui, par exemple, pour lesquelles il y ait des perspectives positives très faibles, ça ne signifie pas qu'on les met dans un contexte où les perspectives vont encore s'affaiblir. Il faut que... Là aussi, on a une obligation de traitement digne. On a une obligation de traitement digne. On a quand même un niveau d'avancement de notre société qui fait qu'on a quand même quelques exigences par rapport au traitement et à la prise en charge qu'on accorde à toute personne. À toute personne. Alors, je ne sais pas ce que vous appelez les produits surtaxés, c'est-à-dire que ce qui est mis en vente en prison a tendance à coûter plus cher qu'à l'extérieur. Oui. Alors, là, par rapport à ça, il y a eu aussi donc, pas mal d'évolutions. C'est vrai que les détenus peuvent acheter un certain nombre de choses et qu'il y a eu donc de plus en plus donc, un contrôle de ces prix qui correspondent de plus en plus donc, à ce qu'on trouve dans les magasins de proximité. Donc de ce point de vue-là, ce sont des choses aussi qui ont évolué. Ensuite, est-ce que les inégalités sociales persistent en prison? Ça, c'est vrai que je ne saurais pas, on ne les accentue pas. C'est-à-dire que quelqu'un qui arrive et qui est issu d'un milieu riche n'a pas un traitement qui est meilleur en prison. Mais effectivement, il risque d'avoir un accompagnement par sa famille qui sera peut-être, je dirais, plus confortable que quelqu'un qui est pauvre. Mais ce que l'administration fournira à chacun, ce sera la même chose. Mais l'accompagnement peut être différent. Oui. Donc là je pense qu'il faut éviter aussi ce genre de choses, mais c'est une opinion personnelle, hein. Il faut aussi éviter ce genre de choses parce que pour moi donc toute personne est individuelle et il faut éviter au maximum donc de l'enfermer dans un cadre qui en fait conforterait des positions. Donc non, je pense que ce n'est pas une vraie solution. Non. Qu'il puisse s'opposer à une telle réflexion. Non, parce que s'opposer, ça, j'ai pas trop de mal à les trouver. D'accord. Qui puisse justifier. En fait, ce qui justifie généralement toutes ces attitudes, c'est la peur. C'est la peur. Le problème donc de la majorité donc des êtres humains, c'est qu'on est habité par la peur. Quand on a peur d'être victime, et donc de ce fait-là, on a envie d'éloigner de manière la plus radicale possible ce qu'on considère comme le potentiel d'agression. Je pense que il y a René Girard, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un philosophe qui a quand même beaucoup réfléchi sur le fait que finalement beaucoup d'attitudes sont animées par un mélange de peur et aussi de mimétisme, vouloir toujours être comme ce qui est de meilleur, et pour se rassurer, eh bien, on exclut tout ce qui n'est pas exactement comme ce qu'on considère comme le meilleur. Et donc cette exclusion aboutit à cela. C'est-à-dire qu'en fait, il est toujours, dès le début, on explique aux détenus qu'ils peuvent travailler, qu'ils peuvent étudier, qu'ils peuvent avoir des activités donc dans le cadre de la prison. Et après, effectivement, généralement, les détenus demandent à travailler. Ils demandent presque tous à travailler, mais on n'a pas de travail pour tous les détenus. Donc oui, il faut qu'ils demandent, mais parce qu'il n'y a pas de travail pour tous les détenus.
Et après, il y a différents types de travaux, puisque dans une prison, la cuisine... c'est bien sûr limité, c'est-à-dire que quand on arrive à faire en sorte que 40% des détenus travaillent, c'est une bonne chose. Mais il y a aussi, parmi les 60% qui restent, il y a des personnes qui sont incapables de travailler. Il faut quand même que vous ayez toujours à l'esprit qu'il y a des personnes qui ont des limites quand même en prison, des limites d'équilibre psychologique, ainsi de suite. Il y a des personnes qui n'ont jamais travaillé avant la prison et qui ne peuvent pas non plus comme ça apprendre à travailler du jour au lendemain. Mais c'est aussi parfois un apprentissage qui a vraiment son importance. Alors, il n'y a pas de travail forcé quand même en France. Première, si vous voulez, il y a un élément très fort qui marche pour ces gens-là. C'est-à-dire que si ces gens-là donc, ne travaillent pas, ne s'engagent pas dans des activités de ce type-là, je veux dire, ils ne vont jamais pouvoir bénéficier d'aménagement de peine, de réduction de peine, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que les choses se passent. Ce n'est pas par une contrainte, mais c'est pas une contrainte directe, c'est une contrainte indirecte. Alors, ça, c'est un débat, si vous voulez, qui dure depuis longtemps. Qu'est-ce que j'en pense? Le législateur n'a jamais voulu avancer à ce sujet-là. Je dois dire que ça ne m'a pas paru une chose complètement essentielle, dans la mesure ce qui compte, c'est qu'en revanche, il verse des cotisations, c'est-à-dire qu'il y a des cotisations sociales et que son temps de travail est bien pris en compte pour sa retraite, ainsi de suite. Donc ça me paraît extrêmement important. Ce serait mieux s'il y avait un contrat de travail. Mais parmi toutes les choses qui devraient avancer, ça ne m'a pas obligatoirement paru comme la chose la plus importante. Mais ce serait mieux. Moi, je ne serais pas bien sûr opposé à ce qu'il y ait un contrat de travail. Pour le salaire, c'est la même chose, si vous voulez. Le salaire, j'ai suivi donc en tant que directeur d'établissement, on a des contacts avec des entreprises, on essaye de développer des activités. Bon, on a développé par exemple des activités de fabrique de jeans, de confection, des choses comme ça. Et puis l'entreprise nous dit, bah écoutez, non, j'arrête, c'est moins cher en Hongrie, c'est moins cher ailleurs. Donc, je veux dire, on est soumis à la loi du marché. Et donc on fait en sorte donc, que le salaire soit le plus acceptable possible. Bien sûr, oui. Mais on pense tous cela en prison. On fait tout pour que les détenus prennent des habitudes de travail, d'études aussi, et de respect des règles sociales. Bien sûr qu'on travaille dans ce sens-là. Ah oui. Alors. Oui, mais son objectif, il y avait notamment, donc, parce qu'il y avait donc des projets tels que la contrainte pénale ou tels que des accompagnements à la sortie. Alors, je pense que ces projets sont des projets intéressants parce que justement, ils accompagnent la sortie ou parce qu'ils évitent l'incarcération. Mais actuellement, donc, ce sont des projets qui demandent encore des moyens complémentaires d'accompagnement. Et ce sont des projets qui, dans l'ambiance actuelle, parce que, comme je vous l'ai expliqué, on est obligé de tenir compte de l'opinion publique. Et bien, dans l'ambiance actuelle, les magistrats, en fait, ne sont pas vraiment prêts à les prononcer. Donc, c'est des mesures qui peuvent être intéressantes, mais qui ont du mal d'abord à rencontrer l'opinion publique et ensuite, donc, à être prononcées par les magistrats. Ce que vous dites est vrai. Il y a parmi les personnes qui sont incarcérées des personnes qui ont, par exemple, vraiment choisi une partie, ou en tout cas une étape de leur parcours. Donc, cette réalité, elle existe. Je ne pense pas avoir dit le contraire. Il y a des gens qui ont vraiment donc choisi une partie de leur parcours. Mais parmi l'ensemble donc des personnes qui sont en prison, je ne l'ai jamais ressenti comme la majorité. J'ai toujours ressenti qu'il y a des gens qui ont répondu à des contingences et qui de toute façon, même s'ils ont été pour certains conscients de leur parcours ou s'ils prennent conscience de leur parcours, peuvent décider d'en changer. Mais je ne dis pas du tout que c'est
que ceux qui décident d'en changer, je n'ai jamais dit, pas une seule fois, que c'était la majorité. Je dis simplement que nous, notre mission, c'est de faire en sorte que chaque personne qui éventuellement pourrait décider d'en changer soit vraiment confortée pour le faire. Oui, mais si vous voulez, par rapport à cela, je pense que dans mon engagement professionnel, et j'espère que vous tous, dans vos engagements professionnels, vous prendrez tous la réalité de la société telle qu'elle est avec la volonté de l'améliorer. Et je pense que c'est ce qu'on peut faire. On prend la société telle qu'elle est, ni avec un pessimisme exagéré, ni avec un optimisme exagéré, en se structurant par rapport à, je dirais, une éthique et des règles de fonctionnement, et on essaye de construire à partir de cela. Donc c'est vrai que la prison qui reçoit les personnes soit en attente de condamnation, soit déjà condamnées, sa mission, c'est de prendre chacune de ces personnes et d'essayer de la faire avancer avec les moyens que nous avons vers quelque chose qui soit meilleur pour elle. Mais après, nous sommes bien conscients, je veux dire, les personnels pénitentiaires, ils ne font pas d'angélisme, parce qu'ils voient bien aussi tous ceux qui reviennent, et notamment donc chez les populations les plus jeunes. Il y a quand même des récidives qui sont importantes, donc on en est bien conscient. Mais je pense qu'on apprend au personnel pénitentiaire à ne pas démissionner par rapport à tous ces éléments d'environnement social, de récidive, qui ne sont pas favorables. Comment répondre à votre question? On a des chiffres, par exemple, sur la récidive. On ne peut jamais avoir de chiffres sur la réinsertion, parce que avoir un chiffre sur la réinsertion, ce serait pouvoir suivre une personne jusqu'à la fin de ses jours. La réinsertion, elle se poursuit. Ensuite, donc, deuxième question, vous dites qu'un SPIP est en sous-effectif. Il y a des écoles en sous-effectif, il y a des SPIP en sous-effectif, il y a des entreprises qui n'arrivent pas à trouver des employés. Là, le problème, c'est pas qu'on n'arrive pas à les trouver, c'est qu'il n'y a pas de moyens suffisants pour en mettre autant qu'il paraît souhaitable. Ce sont des réalités. Donc ces réalités, si vous voulez, si on attendait donc d'avoir tous les moyens pour commencer à travailler, je pense qu'on ne commencerait pas. C'est ce que je peux dire, quoi. Parce que bien sûr qu'il y a une insuffisance de moyens. En revanche, donc, on essaye de pallier cette insuffisance de moyens par, je dirais, un engagement, un professionnalisme qui essaye de faire avancer les choses. Ça ne doit pas changer, l'insuffisance de moyens ne doit pas changer nos convictions. Voilà ce que je peux répondre à votre interpellation. Si demain on nous propose un monde idéal avec tous les moyens pour faire ce qu'on a à faire, je m'en réjouirai. Et vous aussi, je pense. J'ai envie de vous répondre autre chose. Moi, j'ai deux expériences peut-être qui m'ont marqué. J'ai passé une année donc au Canada, par exemple. Et vous voyez où se trouve le Canada, vous voyez par exemple où se trouve Toronto, c'est juste à côté des États-Unis. Donc à Toronto, par exemple, il y a 100 détenus pour 100 000 habitants. C'est-à-dire que la justice canadienne arrive à faire vivre dans cette société, dans cette ville, en mettant 100 personnes à prison pour 100 000 habitants. À Philadelphie, qui est quelques centaines de kilomètres à côté, donc Philadelphie qui est une ville qui a une réputation aussi bonne que Toronto. À Philadelphie, qui est à quelques centaines de kilomètres à côté, la justice met 700 détenus en prison pour 100 000 habitants. Donc 7 fois plus. Moi, si on regarde cela, on va dire que la justice américaine n'est pas laxiste et que la justice canadienne est laxiste. Et pourtant, je trouve que la justice canadienne réussit mieux. Donc c'est pour ça que je ne réponds pas est-ce qu'elle est laxiste ou pas, parce que je trouve que ce n'est pas un élément d'appréciation. Je trouve que la justice canadienne, en maintenant un équilibre social dans une ville comme Toronto, en ne mettant que 100 personnes en prison sur 100 000, alors qu'à Philadelphie on en met 700 pour 100 000, je trouve que c'est plus satisfaisant. Et j'avais une deuxième idée, mais j'ai oublié entre-temps. Une deuxième chose qui m'a marqué, si vous voulez, c'est vrai que c'est aussi un peu inévitable, c'est que quand on est directeur de prison, on voit donc arriver les condamnés, surtout quand on est dans un établissement pour longue peine, on voit arriver les condamnés de différents tribunaux de France. Et là, on réalise combien, en fait,
eh bien, les peines sont différentes. Les peines sont différentes puisque chaque peine est prononcée par un magistrat ou un magistrat et des assesseurs ou une cour d'assises. Et en fonction donc peut-être des lieux, peut-être de la composition, les peines sont différentes. Donc je dirais difficilement que la justice est laxiste parce que j'ai vu quand même beaucoup de peines et j'en vois toujours beaucoup mises à exécution. Moi, si je voulais terminer sur quelque chose, c'est peut-être, si vous voulez, si on conclut après. Le sens de la peine Non, peut-être une expérience, c'est peut-être plus simple. Peut-être une expérience que j'ai vécue qui concerne donc les relations donc, entre condamnés et victimes. Donc j'avais passé une année au Canada et il y a une pratique donc au Canada qui est ce qu'on appelle une pratique de justice réparatrice qui consiste à proposer qu'un condamné puisse rencontrer sa victime pour effectivement que chacun puisse dépasser la situation dans laquelle il est. Et là, j'ai eu l'occasion d'accompagner, donc c'est fait par un médiateur, parce qu'on ne laisse pas un condamné rencontrer sa victime comme cela. Et là, donc, il s'agissait d'un jeune homme qui avait 22 ans et qui avait voulu faire un braquage dans une station-service et qui avait tué donc, le caissier de la station-service. Et donc le criminel a été condamné à une peine de 20 ans de prison et il a exécuté sa peine de prison et il a fait un parcours personnel extrêmement important où il a vraiment compris qu'il avait commis ce crime dans une période où il vivait sans doute certaines choses, mais qu'il l'a regretté sincèrement très rapidement. Et il avait qu'une envie, c'était de rencontrer donc, la famille de sa victime. Mais on ne peut pas comme ça rencontrer la famille de sa victime parce qu'on le souhaite. Et en même temps, la sœur de ce garçon qui était décédé, elle avait eu donc, je crois, 2 enfants, et en attendant son 3e enfant, elle se disait qu'elle souffrait vraiment du fait que ses parents ne se remettaient pas du meurtre de leur fils, ce qui peut être assez logique. Mais elle disait vraiment, je souffre de cela et j'aimerais donc rencontrer l'auteur pour vraiment me rendre compte de qui a pu faire ça et qui a pu faire souffrir autant mes parents, quoi. Et ils ont cette volonté de rencontre donc, de l'un et de l'autre, de l'auteur qui vraiment avait envie de dépasser son crime et de la sœur de la victime qui avait vraiment envie de comprendre ce qui s'était passé, a été possible. C'est-à-dire qu'on a accompagné donc, le criminel pour savoir vraiment si ses intentions étaient ce qu'il affichait, et on a accompagné la victime pour voir ce qu'il en était. Et c'est vrai que ce parcours-là, donc c'est à la fois une situation exceptionnelle, ça n'illustre pas grand-chose de ce que la justice qui se passe dans nos pays, mais je trouve que ça exprime pour moi une espérance. Parce que cette rencontre donc, qui a été possible entre ce criminel qui effectivement a fait un parcours et cette sœur de la victime qui voulait en quelque sorte surtout aider ses parents parce qu'elle avait bien sûr vécu le traumatisme, mais elle l'avait dépassé parce qu'elle avait reconstruit une vie, qu'elle était heureuse et c'est justement au moment d'une 3e grossesse qu'elle a voulu aller encore plus loin. Eh bien ce moment a été, pour moi je dirais, un moment de justice exceptionnel. Donc c'est plus à titre de témoignage parce qu'il est complètement exceptionnel, c'est très difficile d'arriver à cela. Mais c'est aussi donc un exemple donc, de suivi de l'exécution d'une peine. Après, je ne sais pas la suite maintenant, le condamné n'est peut-être pas encore libéré et je ne sais pas comment ça se passera, mais voilà ce qui peut aussi être fait. Moi, ce que je dirais, c'est que moi, je peux vous assurer que tout le monde ne se réinsérera pas. Par contre, je peux vous assurer que je suis incapable de discerner si vous me donnez des noms tout de suite comme ça, surtout un nom comme celui que vous venez de citer que je ne connais pas personnellement, que je n'ai pas suivi.
je suis incapable je refuse de vous dire que celui-ci se réinsérera ou ne se réinsérera pas. Vous pourriez aussi me poser la question de savoir si celui qui va bientôt venir en France parce que il a commis donc des crimes terroristes le 17 ou le 13 novembre, c'est comme si vous me demandiez de faire un pronostic si un jour il a une capacité de se réinsérer. Oui, non. Eh bien, si vous voulez, moi je pense qu'il y a bien sûr des gens qui n'arriveront pas à se réinsérer, mais je refuse de porter un jugement alors que je n'ai pas d'éléments. Par contre, si je suis directeur de l'établissement où est Carlos, je donnerai un avis sur ce qu'il doit faire pour poursuivre l'exécution de sa peine. Si je suis le directeur de cet établissement, je donnerai un avis qui sera peut-être négatif, qui sera peut-être positif, mais je ne peux pas vous le dire ici.